Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du successeur du légendaire Renault FT. Je parle évidemment du FCM 36. Vous ne le connaissez pas ? Normal, il n'a pas fait autant fureur que le Renault FT, malgré de nombreux avantages. Avant de parler du FCM 36, on va d'abord parler un peu du contexte de la France. La France, en tant que puissance militaire importante, se devait d'avoir des chars puissants et récents. Sauf que dans les années 30, la France utilise encore les vénérables Renault FT, qui sont déjà totalement obsolètes. Pour pallier à ça, la France lance un appel d'offres avec les caractéristiques suivantes. Dans un premier temps, le char devait avoir un équipage de 2 hommes, comme le Renault FT. En termes d'armement, il y avait plusieurs possibilités. La première, une simple mitrailleuse de 7,5 mm ou en jumelage, donc 2 mitrailleuses dans la tourelle. Et enfin, la dernière possibilité était un canon de 37 mm SA-18 comme celui sur le Renault FT. Bravo, vous suivez. En termes de poids, il ne devait pas dépasser les 6 tonnes. Alors ça, c'était dans le projet initial. Ça a été porté à 8 tonnes le 22 mai 1934 avec l'adoption d'un blindage de 40 mm au lieu de 30 mm. Donc forcément, ça augmente le poids. Ce chiffre, donc les 8 tonnes, devaient représenter la masse à pleine charge, mais sans l'équipage ni les munitions. En ce qui concerne la mobilité, le cahier des charges prévoyait une vitesse maximale entre 15 et 20 km/h. En fait, le but de ce char était d'accompagner l'infanterie, donc il n'y avait pas besoin d'une vitesse très importante. Par contre, il fallait une autonomie minimale de 40 km. Pour avoir cette vitesse et cette autonomie, il devait disposer d'un moteur, normal, soit à essence, soit à gasoil. Donc franchement, pas très difficile sur le carburant. Par contre, il devait pouvoir fonctionner quelle que soit son inclinaison. Je vais vous parler du blindage. Il devait au début du projet avoir 30 mm sur les faces exposées, forcément, mais au vu de l'évolution des canons, on se rend très vite compte que 30 mm c'était pas assez. Donc le cahier des charges évolua et passait à 40 mm. Il devait aussi avoir une cloison pare-feu. Donc en fait, c'est une cloison qui sépare le moteur et l'équipage. Ça permet que si le moteur prend feu, que l'équipage ne prenne pas feu directement, ce qui augmente la survivabilité de l'équipage. Voici les principales caractéristiques du cahier des charges. Évidemment, il y a d'autres caractéristiques, mais je ne vais pas vous les énumérer toutes, vous allez vous ennuyer sinon. Évidemment, il y a plusieurs industriels qui vont répondre à l'appel d'offres, comme Hotchkiss ou encore Renault. Et évidemment, ne vous inquiétez pas, on parlera de leurs chars plus tard. Et évidemment, le dernier industriel, celui qui nous intéresse, FCM. Et oui, on en a déjà parlé avec le FCM 1A lors de la vidéo des prototypes de la Première Guerre mondiale. Et nous le retrouverons aussi pour le FCM 2C. FCM proposa donc un prototype, le fameux FCM 36. Et alors, je sors un petit peu de l'explication, mais je trouve qu'il a vraiment une tête très différente des autres chars de l'époque. Même si on commence à voir les angles qui seront très caractéristiques justement des chars de cette époque. Le FCM 36 fut fabriqué à environ 100 exemplaires. Il s'agissait d'un char de 4,46 m de long, 2,14 m de large et enfin 2,20 m de haut. Donc plus ou moins la même chose que le Renault FT au final. Et si on compare le poids du Renault FT et du FCM, évidemment, le FCM est bien plus lourd que le Renault FT. Et d'ailleurs, il est même plus lourd que ce que le cahier des charges voulait, car il faisait 12 tonnes, donc 4 tonnes au-dessus des consignes. Mais au final, aucun des autres concurrents ne réussit à faire un char aussi peu lourd avec les caractéristiques recherchées. Le poids supérieur est dû à son blindage plutôt important, qui, au début certes, devait être de 30 mm, mais fut augmenté à 40 mm sur la face avant, et la plupart des faces exposées d'ailleurs. Il y avait seulement le dessus et le dessous de la caisse qui étaient à seulement 12 mm. En plus d'un blindage non négligeable, il était aussi incliné. Une première pour les chars français. Mais en quoi le blindage incliné est une force, vous allez me dire ? Il y a 2 avantages intéressants au blindage incliné. La première, il y a plus de chances de ricocher que sur une surface plane, logique. Le deuxième avantage, pour vous l'expliquer, je vais vous donner un exemple. Une plaque d'acier de 30 mm en angle droit, un projectile doit donc parcourir les 30 mm de blindage avant de faire des dégâts à l'intérieur du char. Alors que sur un blindage incliné, nous avons besoin de moins de matériaux pour reproduire les 30 mm en fonction de l'angle. Par exemple, pour faire 30 mm avec un angle de 45 degrés, nous avons besoin de seulement 15 mm d'acier. Donc avec son blindage incliné, il résistait très bien aux tirs ennemis. Les Panzers étaient obligés de s'approcher très près de lui pour espérer faire plus que ricocher sur son blindage, ou enlever la peinture. En plus d'un blindage incliné, il a aussi une méthode de conception particulière.
Il s'agissait de souder les plaques de blindage ensemble, comme ça, on dit adieu au rivet. Et ça, on adore. Un autre avantage à la soudure est sa capacité à résister aux gaz de combat, donc un peu un char NBC avant l'heure au final. Mais vous verrez que les plaques soudées ne sont pas qu'un avantage, nous le verrons plus loin au niveau de l'armement. Mais il ne s'agit pas de la seule innovation que notre petit char avait. Il disposait aussi d'un moteur diesel, qui est pour l'époque une révolution. Il disposait donc d'un moteur V4 diesel Berlier Ricardo de 105 chevaux en théorie, mais il est limité d'un point de vue mécanique à seulement 90 chevaux, qui lui permettait de se déplacer à une vitesse de 25 km/h sur route et une vitesse d'environ 12 km/h en tout terrain. Alors, la vitesse, vous allez me dire, est relativement ridicule, même si elle est en adéquation avec le cahier des charges. Par contre, son autonomie est plus qu'impressionnante pour un char français. Il disposait d'une autonomie d'environ 220 km ou alors une utilisation pendant 16 heures, soit presque le double des autres chars légers français qui eux utilisaient des moteurs à essence, évidemment. En plus de ça, un moteur à essence est bien plus inflammable que le gasoil. En plus d'une autonomie et d'une résistance au feu, il avait aussi une fiabilité bien supérieure aux autres chars français, qui était leur gros défaut. D'ailleurs, pendant que nous sommes sur la motricité, il y avait quand même un petit défaut, le passage de chenilles qui n'était pas forcément bien construit, qui impliquait un bourrage de boue, et ainsi diminuer la mobilité, voire même l'immobiliser, s'il y avait trop de boue. Donc, vous doutez bien, plutôt embêtant sur le champ de bataille. Maintenant qu'on a parlé de ses côtés positifs, on va se pencher vers des points qui sont vraiment pas ouf, et on va commencer par l'armement. Vous l'avez sans doute reconnu, le canon plutôt de 37 mm SA-18 est le même canon que sur le Renault FT, donc un canon totalement désuet pour un combat char contre char, mais plutôt efficace contre l'infanterie. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le Renault FT, on va parler un peu caractéristiques. Il a une portée max d'environ 2500 mètres et une portée pratique de 500 mètres, avec une cadence de tir entre 10 et 20 coups par minute, et peut percer environ 21 mm à 500 mètres. Donc impossible de percer les Panzer III lors de la bataille de France. Donc un peu embêtant. Même si au final ce n'était pas son rôle, car son rôle à la base était principalement du combat contre de l'infanterie. Évidemment, l'état-major connaissait la faiblesse de ce canon et a décidé de développer un nouveau canon pour pallier à cela. Il s'agit du canon plutôt de 37 mm SA-38 qui pouvait percer les Panzer III. Alors, je vais pas en parler plus ici, car la tourelle du FCM-36 ne supportait pas la différence de puissance entre le SA-18 et le SA-38. Cela provoquait une rupture des soudures sur la tourelle après plusieurs utilisations du canon. Du coup, pas ouf, voilà. Là, il s'agit du petit inconvénient des soudures. Il avait aussi une arme secondaire, une mitrailleuse Rebel Mach 31 de 7,5 mm, qui avait une portée pratique de 1200 mètres avec une cadence max d'environ 750 coups par minute. Une autre caractéristique qu'il partage avec le Renault FT est son équipage. Il disposait de 2 membres d'équipage, le pilote et le tireur, qui faisait aussi chef de char, chargeur, et qui s'occupait aussi de la radio. Ah non, il n'avait pas cette tâche car pas de radio dans les chars français. Pratique de ne pas avoir de radio dans un char qui devait faire de la reconnaissance. Encore une grande faiblesse des chars français de cette époque. On devait donc communiquer avec des fanions, pas forcément très facile lors des combats. En plus, le fait de n'avoir que 2 membres d'équipage impliquait une surcharge de tâches à faire pour le chef de char, car il doit décider où aller, comment y aller, il devait aussi repérer les cibles, tirer et recharger. Cela impliquait donc un trop grand nombre de tâches et rendait moins efficaces les équipages français. A contrario, les chars allemands avaient déjà 4 ou 5 membres d'équipage, avec chacun une tâche bien définie. Bon, un petit avantage quand même. Le FCM-36 était très apprécié des équipages, car il était relativement confortable pour une boîte de conserve. Et bien que cela pourrait être un avantage un peu osef, eh ben non. Car en réalité, un équipage bien traité est un équipage qui va pouvoir combattre en forme plus longtemps. Maintenant qu'on a parlé des caractéristiques de notre petit char, on va parler de son utilisation pendant la bataille de France, où malgré bon nombre de défauts, il n'a pas démérité. Lors de la bataille de France, le FCM-36 se retrouva souvent face à des Panzer Division, où ils étaient évidemment bien trop faibles pour faire quoi que ce soit aux Panzer. Mais pourtant, ils se battirent jusqu'au bout, quitte à perdre plus de la moitié de leur effectif lors des affrontements. Par contre, quand ils étaient engagés contre de l'infanterie, ils faisaient un carnage, car les pièces anti-chars allemandes avaient du mal à lui faire des dommages. Bon, je vais aller un petit peu plus loin et vous raconter un peu l'histoire des bataillons de FCM-36. Nous allons donc suivre le 4e et 7e bataillon de chars de combat, qui sont chacun équipés de 45 FCM-36. Le 14 mai 1940, ces bataillons combattirent la 1re Panzer Division et le régiment Grosse Deutschland, qui se situait au sud de Sedan. Le 7e bataillon, qui devait attaquer en soutien du 213e régiment d'infanterie, se retrouve rapidement seul au moment d'affronter une forte défense allemande, des canons anti-chars, des chars et évidemment de l'infanterie, ce qui ne répondait
qu'à moitié aux missions pour lesquelles le FCM-36 avait été conçu. Ils étaient trop lents pour faire quoi que ce soit, et surtout, comme je l'ai déjà dit, les canons n'étaient pas suffisamment puissants pour faire quoi que ce soit aux chars allemands. Les unités qui furent engagées furent presque toutes détruites. Après quelques jours de combat, le 4e bataillon de chars de combat et le 7e durent fusionner car ils n'avaient pas suffisamment de FCM-36 pour être à eux-mêmes des bataillons. À partir de ce moment-là, le FCM-36 a eu seulement des rôles retardataires, où ils devaient retenir l'avancée allemande. C'était souvent des combats perdus d'avance, et où ils étaient envoyés au final en sacrifice. Cependant, le 9 juin 1940, ils purent enfin montrer ce qu'ils valaient, car les FCM-36 rencontrèrent des unités allemandes, mais seulement de l'infanterie. Et cette fois-ci, les FCM-36 purent montrer de quoi ils étaient capables. Ils firent 550 morts au sein des Allemands, pour, hélas, 5 chars détruits. Mais cette victoire, au final, fut de courte durée, car dès le lendemain, les Allemands arrivèrent en nombre, et encore une fois, le FCM-36 n'eut qu'un rôle retardataire pour justement permettre aux unités françaises de reculer et de se repositionner. Et voilà l'utilisation du FCM-36 durant la campagne de France. Cependant, ce n'est pas réellement la fin de sa vie, et pour cela, je vais vous parler des variants. Alors, il n'existe pas de variante française du FCM-36, par contre, après la défaite française, les Allemands récupèrent des FCM, normal. Étant peu adaptés au combat, comme on l'a vu, ils les modifièrent en enlevant la tourelle et mettant à la place une casemate avec un obusier de 105 mm. Il fut testé, mais pas spécialement apprécié par les équipages. Donc au final, très peu utilisé, même si évidemment, ils réapparurent vers la fin de la guerre quand l'Allemagne n'avait plus rien sous la main. Évidemment. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le successeur du Renault FT, le fameux FCM-36, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un pouce bleu. Et pourquoi pas la partager. Pour la prochaine vidéo, nous parlerons d'un avion italien. Allez, je vous dis à la prochaine.